Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on voit tous les jours, mais sur lequel on se pose rarement la question. La couleur, dans nos cosmétiques. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière toutes ces teintes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, cette explosion de couleurs, c'est juste magnifique. Mais c'est bien plus que de la simple poudre aux yeux, si j'ose dire. Non, c'est le résultat d'une science super précise. En fait, dans chaque petite particule de couleur, il y a toute une histoire de chimie, mais aussi de nature. Voilà, c'est la grande question. D'où est-ce qu'elles viennent au fond ces teintes si vives, si parfaites? Eh bien, vous allez voir, la réponse est franchement fascinante. Bien plus que ce qu'on imagine au premier abord. Alors, pour commencer à y voir plus clair, il faut savoir qu'il y a deux grandes équipes dans le monde de la couleur cosmétique. D'un côté, les pigments et de l'autre, les colorants. À première vue, on pourrait croire que c'est la même chose, mais en réalité, pas du tout. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et toute cette différence, elle tient en un seul mot. Un seul, la solubilité. C'est tout bête, est-ce que ça se dissout dans un liquide, comme de l'eau ou de l'huile, ou pas? Et rien que cette petite propriété chimique, ça va absolument tout changer. L'apparence, l'utilisation et bien sûr l'effet final sur la peau. Prenons une image simple. Imaginez du sirop de grenadine que vous versez dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le sirop se mélange parfaitement, il se dissout, il devient un avec l'eau. Et le résultat, c'est une couleur transparente. Eh bien voilà, ça c'est exactement le principe d'un colorant. Il vient colorer la masse si on veut. Maintenant, à l'inverse, imaginez que dans votre verre d'eau, vous ne mettez pas du sirop, mais de la farine. Là, c'est pas la même histoire, hein. La farine ne se dissout pas, ces petites particules restent en suspension et l'eau devient trouble, opaque. Et ça, c'est le principe du pigment. Ce sont des petites particules solides qui ne se mélangent pas, mais qui se déposent, qui viennent couvrir une surface. Et là, sur cette image, on voit la différence de manière hyper concrète. Regardez à gauche, le colorant, il a teinté la peau. Il a un peu fusionné avec elle. Ça donne un effet transparent, presque comme un tatouage éphémère. Et à droite, c'est le pigment. Lui, il est juste posé dessus. Il couvre, il cache ce qu'il y a en dessous. C'est de la couvrance pure, comme une couche de peinture. Et cette distinction, en fait, on la retrouve partout dans nos produits de tous les jours. Prenez une encre à lèvres, par exemple. Son but, c'est de laisser une tache de couleur un peu translucide, n'est-ce pas? Bingo, on utilise un colorant. Maintenant, un fond de teint haute couvrance. Son job, c'est de masquer, d'unifier. Il lui faut de l'opacité. Donc là, évidemment, on va se tourner vers les pigments. Ok, donc maintenant on a compris la différence clé. Soluble ou pas soluble, colorant ou pigment. Mais la question suivante, c'est d'où est-ce qu'ils viennent? Et là, on va partir pour un petit voyage à la découverte des origines de ces couleurs. Accrochez-vous, on va aller des profondeurs de la Terre jusqu'aux labos les plus modernes. Alors, pour faire simple, on a 4 grandes sources. On a l'origine minérale, l'origine animale, l'origine végétale, et puis bien sûr l'origine synthétique. Allez, on regarde ça de plus près. On commence par la base de la base, le minéral. On parle ici par exemple des oxydes de fer. On les extrait directement de la terre et ce sont des pigments super stables qui nous donnent toute cette magnifique palette de tons. Vous savez, les beiges, les ocres, les bruns. C'est littéralement le fondement de la plupart des fonds de teint et des poudres. Maintenant, parlons d'une couleur emblématique, le rouge. Mais pas n'importe quel rouge, hein. Un rouge profond, vraiment vibrant. Son origine, c'est sans doute l'une des plus surprenantes de toute l'histoire de la cosmétique. Vraiment. Alors tenez-vous bien, ce rouge incroyable, il vient d'un insecte. Oui, un insecte, la cochenille. Une fois séché et broyé, la femelle produit ce qu'on appelle le carmin. C'est un pigment utilisé depuis des siècles d'une intensité juste folle. Et d'ailleurs, petite anecdote, il est tellement pur et sûr que c'est l'un des très rares rouges qu'on a le droit d'utiliser tout près des yeux, dans les fards à paupières par exemple. Après les animaux, direction le monde végétal, qui est aussi une source géniale. On peut penser à la betterave pour obtenir des teintes rosées ou aux épinards pour les verts. Le gros plus, c'est que ces extraits végétaux peuvent aussi être bons pour la peau. Ils apportent des antioxydants par exemple. Le souci, c'est leur stabilité. Ils sont souvent beaucoup plus fragiles, plus sensibles à la lumière ou à la chaleur. Et enfin, on arrive à la 4e catégorie, le synthétique. Depuis les années 60, en gros, on sait créer des couleurs en laboratoire. Et là, les avantages sont énorme. On a une pureté chimique parfaite, une stabilité à toute épreuve et surtout une palette de couleurs quasi infinie, avec des teintes hyper vives, bien plus intenses que ce qu'on trouve dans la nature. Donc on voit bien que choisir une couleur, ce n'est pas juste dire « tiens, je veux un joli rouge ». Pas du tout. C'est un vrai casse-tête pour les gens qui créent les produits, les formulateurs. Ils doivent jongler avec plein de contraintes. Ce tableau, il résume super bien le dilemme. D'un côté, les origines naturelles, de l'autre, les synthétiques. Prenons un exemple concret. On veut faire un baume à lèvres très green, très naturel. Ok, un extrait de betterave, c'est une super option, même si on sait que la couleur tiendra moins bien.
Mais maintenant, si on veut créer un rouge à lèvres liquide qui promet une tenue impeccable pendant 8 heures, avec une couleur qui ne bouge pas d'un iota, là on va quasi systématiquement se tourner vers un pigment synthétique, pour sa stabilité, pour sa pureté. C'est sans cesse un arbitrage entre la naturalité, la performance et bien sûr, le coût. Et puis, évidemment, il y a un dernier point, et c'est peut-être le plus important de tous. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans un produit qu'on va appliquer sur notre visage, sur nos lèvres. La sécurité, c'est crucial, et c'est là qu'intervient la réglementation. La sécurité, c'est la priorité absolue. Avant qu'une couleur, qu'elle vienne de la terre ou d'un labo, puisse finir dans un cosmétique, elle doit passer une batterie de tests ultra stricts. C'est non négociable. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, les autorités sanitaires, comme en Europe par exemple, ont des listes très précises de couleurs autorisées. C'est une liste positive. Si ce n'est pas dessus, c'est interdit. Point. Et pour être sur cette liste, chaque substance est analysée à la loupe pour s'assurer qu'il n'y a pas de métaux lourds, même à des doses minuscules, on parle de parties par million, et bien sûr qu'elle est parfaitement pure sur le plan microbiologique. Du coup, la prochaine fois qu'on se baladera dans un rayon maquillage, est-ce qu'on regardera les couleurs de la même façon? Derrière un simple fard à paupières ou un rouge à lèvres, on ne verra peut-être plus juste une teinte, mais des oxydes de fer, un peu de betterave ou le fruit d'une chimie de cointe. Au final, on se rend compte que la beauté, c'est aussi une science, et une science plutôt fascinante.